Bonjour à tous, bienvenue à cette session sur ce qu'on appelle le Cloud Economics, donc globalement le business case du cloud pour les entreprises. Je suis Sheikh Mohamed et je suis Senior Solution Architect chez AWS. Ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille chez AWS, donc chez Amazon Web Services. Et avant ça, j'ai eu l'opportunité de travailler dans diverses entreprises, notamment liées au développement logiciel et à l'assurance. Donc aujourd'hui, la présentation va s'axer autour de globalement pourquoi est-ce que les entreprises s'intéressent au cloud et quels sont les avantages du cloud. Donc pour commencer, euh, on va dire quelques témoignages de nos clients. Il n'y a pas les noms spécifiquement, mais ce sont des témoignages des clients et des gains qu'ils ont eus, notamment lors de leur migration de leur infrastructure on-premise vers le cloud. Donc, ça va être notamment des coûts d'infrastructure qui vont réussir à économiser. Ça va être la capacité de pouvoir scaler rapidement en termes de capacité. Ça va être de pouvoir avoir des gains de temps dans le delivery de leur software, ou alors ça va de pouvoir avoir un impact notable sur tout ce qui est sustainabilité. Alors, en ce qui concerne la valeur commerciale du cloud, la majorité de nos clients, en fait, qui nous contactent, donc chez AWS, ne viennent pas nécessairement pour des besoins de coûts. Alors, beaucoup de gens pensent que on commence par les coûts, c'est vrai. Il y a quelques clients pour qui c'est les coûts, mais pour la majorité de nos clients, comme vous le voyez ici, donc c'est une étude de IDC de juin 2022, 56% des clients et des entreprises qui s'intéressent au cloud, c'est surtout pour un besoin de productivité business. C'est pouvoir utiliser les capacités du cloud pour pouvoir avoir une meilleure productivité d'un point de vue business. Évidemment, ça va engager des avantages de coûts, ça va engager de la gestion du risque, une meilleure gestion du risque, une meilleure productivité des équipes. Donc, pour comprendre cette valeur business, donc pour la quantifier, on a un framework qu'on appelle le Cloud Value Framework, qui est un framework avec 5 piliers. Et donc, on va voir ces 5 piliers aujourd'hui. Donc, notamment les piliers relatifs à la réduction de coûts. Donc, c'est toujours ce qui intéresse quand même des CFO. Donc, quand on parle au niveau des entreprises et qu'on a les financiers, la direction financière, c'est ce qui les intéresse, c'est de savoir, OK, le cloud a beaucoup de promesses, notamment pour tout ce qui est réduction de coûts. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? Le deuxième aspect, c'est la productivité des utilisateurs. Donc, en fonction des différents métiers que les entreprises ont, des différents types de métiers, que ce soit des développeurs, des sysops, des business, des personnes de l'analytique, des personnes de la finance, euh, le cloud permet d'augmenter la productivité. La résilience opérationnelle, on verra également l'impact du coût l'impact de downtime, c'est-à-dire des incidents sur le business des clients, ce que ça peut impliquer en termes de pertes financières. L'agilité du business, on en a parlé, donc pouvoir déployer de nouvelles fonctionnalités, pouvoir atteindre plus de clients à travers le monde, donc de pouvoir vraiment tester et avoir une certaine agilité. Et évidemment, le dernier point qui est de plus en plus important au niveau mondial, c'est tout ce qui est développement durable et donc réduction de l'impact environnemental. Alors, on va commencer par la réduction de coûts, donc tout ce qui est TCO, ce qu'on appelle le Total Cost of Ownership. Donc ça va être le premier pilier. Donc globalement, l'idée, ça va être de pouvoir réduire ce qu'on appelle les CAPEX, Capital Expenditure, c'est-à-dire globalement l'investissement que les entreprises ont dans leur data center. Je le montrerai dans la slide suivante, mais de manière générale, les entreprises, quand elles déploient des data centers ou de l'infrastructure, elles le font avec une certaine prévision, en se disant, OK, bon, je commence, j'ai mon data center, le maximum de clients que je peux avoir à un instant T, c'est 1 million. Donc, je vais mettre un data center qui peut supporter 1 million d'utilisateurs. Et dans la réalité des faits, à un moment donné de la journée ou même à un moment donné du mois ou de la semaine, on peut avoir 100 000 utilisateurs, 200 000 utilisateurs et à certains moments avoir des pics à 1 million. Mais en environnement data center, on est obligé de sizer pour le maximum. Donc ça, c'est le premier pilier. Alors, comment est-ce que ce premier pilier fonctionne? Donc, ce que je disais, c'est que de manière globale, il y a la prévision de la demande. Donc, en tant qu'entreprise, quand on lance un projet, on se dit, OK,
nous, dans le temps, donc vous avez, il y a deux axes. Le premier axe, donc l'axe X, qui est le temps, donc dans le temps, et l'axe Y sur le coût d'infrastructure. On se dit, bon, de manière générale, nous, ce qu'on sait, c'est que la demande va grossir de manière, on va dire, de manière linéaire, pour simplifier. Ça, c'est une prévision. C'est-à-dire qu'on va commencer ce mois-ci avec 100 utilisateurs, le mois prochain avec 1000 utilisateurs, le mois d'après avec 10 000 utilisateurs, ainsi de suite, donc de manière linéaire. Donc, pour supporter ça, mais en général, qu'est-ce qu'on fait? On fait les clients en infrastructure data center, dans une infrastructure on-premise. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être d'acheter du matériel traditionnel, donc d'acheter des racks de serveurs, des data centers, en se disant, OK, là, je commence avec 100 utilisateurs. On voit que tout en bas, on commence avec 100 utilisateurs. Je pense que d'ici la fin de l'année, je vais atteindre 10 000 utilisateurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une dépense fixe maintenant à partir du 1er juillet, en me disant du 1er juillet au 31 décembre 2024, je vais passer de 100 à 10 000 utilisateurs. Donc, pour pouvoir supporter mes 10 000 utilisateurs dans 6 mois, je paie déjà de l'infrastructure maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que dans les 3-4 premiers mois, potentiellement, en fait, on ne va pas dépasser les 5 000 utilisateurs, les 1 000 utilisateurs. Donc, on aura mis en investissement quelque chose qui ne sera pas utilisé. Donc, on aura oversizé. Ensuite, en janvier, on va se dire, OK, pour l'année d'après, on doit encore rajouter de l'infrastructure parce que notre demande prévisionnelle augmente. Mais ça, c'est surtout l'achat de ce matériel se fait sur une prévision de demande. La réalité du marché est que la demande réelle, c'est la ligne en jaune. Dans la vie réelle, ça ne suit pas une ligne linéaire comme ça. Donc, il va y avoir des moments où on va avoir des pics, on va monter. Et ce que vous voyez, c'est que dans la première phase, ce qui va se passer, c'est que dans la première phase là, en fait, on a un coût d'opportunité. Qu'est-ce qu'on appelle le coût d'opportunité? C'est-à-dire que on a un certain nombre d'utilisateurs qui utilisent notre infrastructure, mais on a oversizé. C'est-à-dire que on s'est dit qu'on a une opportunité d'avoir plus d'utilisateurs, mais on ne les a pas vraiment eu. Donc, ce qui fait que ce coût d'opportunité-là, c'est globalement de l'argent qu'on a engagé, mais que finalement, qui n'est pas utilisé à plein escient. Et dans l'autre sens, on a de l'opportunité perdue. Opportunité perdue, ça veut dire quoi? C'est qu'on a sizé en disant qu'on allait avoir 10 000 clients. On se retrouve, parce que notre projet marche super bien, qu'on a 20 000 clients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en environnement data center on-premise, pour pouvoir avoir du nouveau matériel, surtout de nos jours, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Alors, outre l'argent, il y a aussi un temps pour pouvoir. Il faut passer ce qu'on appelle les purchase orders, la demande de la commande. Il faut commander le matériel avec un provider. Avec un peu de chance, c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans un mois. Moi, j'ai vu des clients où il fallait passer la commande et attendre 3 mois. Donc, pendant 3 mois, vous avez une opportunité perdue. C'est-à-dire que finalement, vous êtes à 10 000 clients. Vous pensiez être à 10 000 clients, vous êtes à 20 000 clients, vous avez doublé le nombre de clients parce que votre projet marche bien, mais malheureusement, votre infrastructure ne peut pas supporter cette charge. Donc finalement, vous auriez pu avoir 20 000 clients, mais vous n'allez pouvoir supporter que 10 000 clients. Et ce qui va se passer, c'est que les 10 000 clients supplémentaires qui ne pourront pas utiliser votre plateforme, vous allez avoir ce qu'on appelle de la perte de trust. Globalement, ces clients ils vont dire, cette plateforme ne marche pas, j'ai essayé, ça ne marche pas, moi je reviens plus. Et donc, c'est là où l'avantage du cloud sur AWS, ce truc, c'est que le cloud sur AWS peut mapper la demande réelle avec des technologies, on en parlera dans la slide suivante, mais avec différentes méthodologies de technologie, notamment tout ce qui est scaling automatique, tout ce qui est prévisionnel de coûts et compagnie, on peut avoir. Donc, vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'on a la demande réelle qui est en jeu. Il y en a en bleu la ligne qui correspond à l'infrastructure AWS qui va suivre de manière en français, de manière lisse, de manière assez proche la demande. Donc, on n'a plus d'opportunités perdues parce qu'on va toujours avoir l'infrastructure qui va être qui va pouvoir couvrir. Alors, je regarde s'il y a des questions parce que je ne vois pas le truc. Ok, pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Alors, comment est-ce que les clients réduisent leurs coûts en allant sur AWS? La première chose que nous, on fait quand on travaille avec un client qui va sur le cloud, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde l'usage réel qu'ils ont de leur infrastructure. Qu'est-ce que j'entends par usage réel? Usage réel, ça veut dire que globalement, on regarde si c'est une migration, on regarde ce qu'on a sur les environnements on-premise et on analyse l'usage de cet environnement pendant 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, en fonction des besoins pendant 1 mois. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a des serveurs, par exemple, qui ne sont utilisés que 10%.
qui n'ont que 10% de leur capacité qui sont utilisées, certains 50, certains 80, etc. À partir de ça, on crée ce qu'on appelle un business case en disant que si on va sur AWS, mais voici ce qui va se passer, c'est que ce serveur, on s'est rendu compte que pendant un mois, vous n'utilisez qu'à 10%. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en allant sur AWS, on va prendre une taille réduite. Pourquoi on peut se permettre de faire ça? C'est grâce à l'agilité du cloud donc sur AWS. C'est qu'en quelques minutes, parfois même en quelques secondes, vous pouvez soit rajouter des serveurs supplémentaires, soit changer la taille du serveur que vous avez pour prendre une taille supplémentaire. Et vous n'avez pas besoin d'attendre des semaines, des mois, c'est quelque chose qui va de l'ordre de quelques minutes. Donc avec cette agilité, on peut se permettre de réduire la taille des serveurs pour pouvoir ensuite les augmenter au besoin et suivre le verbe besoin. Ensuite, on a plusieurs modèles de tarification. Globalement, les serveurs que vous prenez sont facturés à l'usage, à la seconde, en fonction de l'infrastructure, ça va être à la seconde. Certains services, donc qui ne sont pas des serveurs, ça va être à la milliseconde, etc., etc. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la consommation à la demande, on demand. J'utilise mon serveur pour 1 heure, je paye 1 heure, je n'utilise pas. Et donc, certains clients, ce qu'ils permettent de faire, c'est qu'ils disent, OK, ma production est tout le temps en train de tourner. Bon, on va pas se poser cette question. Mais mon environnement, par exemple, de dev, ben, en fait, il tourne, par exemple, 2 heures par jour, tous les jours, ou 5 heures par jour, tous les jours, du lundi au vendredi. Mais en fait, je ne paierai que 5 heures par jour, du lundi au vendredi. Et donc, ça me permet également d'avoir des réductions. Ensuite, pour des environnements qu'on sait qu'ils vont tourner tout le temps et pendant une longue durée, on a des engagements qu'on permet au client. Le client dit, OK, moi, je veux bien utiliser l'infrastructure AWS. AWS, je commit en disant que je vais utiliser votre infrastructure pendant 1 an ou 3 ans, et en fonction de ça, vous pouvez avoir des réductions jusqu'à 60-70% par rapport au coût on demande. Et on a ce qu'on appelle les spot instances, c'est aussi un mode de paiement. En termes de réduction de coûts, alors cette slide par rapport à la date, mais aujourd'hui je crois qu'on a 188 fois, ça avance tout le temps, on continue à réduire les coûts. C'est-à-dire qu'à chaque fois, grâce à nos économies d'échelle, on peut se permettre de répercuter une réduction de coûts à nos clients. C'est-à-dire que vous allez voir que dans le temps, depuis sa création AWS, par rapport à février 2023, on a réduit nos coûts de 129 fois. Aujourd'hui, à date, je crois qu'on est à 188 ou 190 fois. Donc, on continue à réduire les coûts de nos services par rapport à l'économie d'échelle qu'on en fait. De manière comparative, sans trop rentrer dans les détails, avant et après une migration, on se rend compte que les dépenses d'infrastructure cloud réduisent en moyenne de 47% pour des clients qui passent d'un environnement on-premise à un environnement cloud, pour diverses raisons. Notamment, l'une des raisons majeures, c'est le surdimensionnement de l'infrastructure on-premise. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Quelles sont les considérations financières de la planification de migration? Alors, les considérations financières, ça dépendra de ce que vous avez. Alors, on va prendre ça en deux approches. La première approche, j'ai quelque chose sur le cloud, on-premise, donc en environnement on-premise, et je dois aller sur le cloud. La deuxième chose, je lance un nouveau projet. L'approche ne sera pas la même, et c'est là où notre boulot en tant que solution architecte est de vous aider là-dessus. Je vais prendre le cas dont on parle beaucoup, qui est la migration. En fait, la première considération qu'on va prendre, c'est aujourd'hui déjà, ne serait-ce que sur votre environnement, quel est l'usage que vous en faites. Donc ça, c'est la première considération. Elle est technique, mais aussi financière. Parce que c'est par rapport à la considération technique de l'usage que vous en faites qu'on va pouvoir vous faire des propositions financières. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quel est le mode de fonctionnement que vous allez utiliser. En général, donc ça c'est là où quand je parlais juste avant des modes de paiement. Globalement, nous ce qu'on considère, on conseille à nos clients, c'est parce que ce que je vous parlais tout à l'heure de la réservation, c'est des engagements sur 1 an, 3 ans. On vous demande pas de vous engager directement. En général, moi en tant que solution architecte, ce que je vais vous demander, c'est de prendre 1 mois, de faire tourner votre environnement une fois qu'on l'a optimisé sur AWS pendant 1 mois et voir s'il y a des optimisations supplémentaires qui sont possibles. Et uniquement après ces optimisations-là, on va pouvoir maintenant faire du commitment en se disant que je vais garder ces serveurs-là pendant 1 an ou 3 ans avec différents modes. Et par rapport à ça, je vais pouvoir avoir des réductions jusqu'à 70%. Les prix AWS sont complètement public, il n'y a pas de truc caché, tout est en ligne sur les environnements. Ça, c'est la première considération. La deuxième considération financière, ça va être ce qu'on appelle le professional service.
AWS aujourd'hui a une panoplie de partenaires pour accompagner les clients dans une migration. Il y a deux approches. Alors, la première approche, c'est de dire, nous, on a les compétences en interne en tant que client et on va faire la migration nous-mêmes. Deuxième, donc ça le coût, c'est vous qui prenez sur vous-même le coût professionnel service, c'est-à-dire que vous faites la migration. Et dans un deuxième cas, c'est de dire, non, on va utiliser des partenaires qui vont nous aider à le faire. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut creuser. Si vous êtes intéressé, on peut creuser plus loin. Mais AWS aussi a des programmes pour accompagner les clients dans cette migration. Parce qu'il faut savoir, c'est que pendant la phase de migration, il y a une période où vous allez avoir en parallèle les deux infrastructures qui vont tourner. L'infrastructure on-premise qui continue à tourner et l'infrastructure sur le cloud. Le temps, parce que globalement, on commence avec l'infrastructure on-premise, l'infrastructure AWS et on monte. Donc pendant un certain moment, les deux infrastructures vont tourner. Donc AWS, en fonction de la taille de la migration, va avoir des programmes pour permettre aux clients de simplifier et de faciliter cette migration. Espérant avoir répondu à la question. Donc la deuxième, on va parler rapidement de la productivité des utilisateurs. Globalement, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'avoir une accélération de la productivité. Donc là, globalement, ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde le comparatif avec une approche, alors je reviens sur ce slide, oui, avec une approche stratégique par rapport à une approche tactique. L'exemple qui est donné par un client, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai des clients. J'ai un client notamment en Afrique du Centre, qui avait montré un cluster Hadoop. Ce n'est pas ce client-là, mais ça, c'est la Banque nationale du Canada. Et pour monter le cluster Hadoop, donc un cluster pour le big data, ça leur a pris des mois et des mois. Sur AWS, c'est quelque chose qui est fait en quelques clics. Une fois que le design et le sizing est bon, on déploie un cluster Hadoop pour, je sais pas moi, même pas 20 minutes. Donc, le truc est déployé, il est complètement autonome. Donc, ça augmente la productivité des équipes, des utilisateurs, que ce soit les équipes IT, que ce soit les équipes techniques, que ce soit les équipes financières, parce qu'on a des produits qui vont mettre à disposition et globalement, il y a une facilité dans l'achat. On a aussi ce qu'on appelle la marketplace sur AWS, où il y a un ensemble de solutions tierces parties qui sont mises à disposition par des entreprises technologiques, Fortinet, Cisco, et j'en passe. Et donc, vous pouvez déployer très rapidement ces logiciels sur la AWS via la marketplace et donc accélérer la productivité des utilisateurs. Il y a aussi d'autres technologies qu'on voit de plus en plus, notamment tout ce qui est lié à la generative AI et tout ça, qui vont également être intégrés dans les services AWS et augmenter la productivité des utilisateurs. Globalement, des exemples pour un utilisateur, un administrateur serveur, les temps de réduction typiques. Donc ça, c'est pour un métier, parce qu'en fonction des métiers, ça ne va pas être la même chose. On voit globalement les temps de réduction par rapport aux différentes tâches qu'il peut avoir. Que ce soit la planification, budgétisation du serveur, c'est très facile, c'est lors de quelques minutes. Le processus d'achat, le processus de réparation du matériel en cas d'erreur. Donc vous avez un ensemble de métriques, juste pour vous donner un exemple. Donc globalement, en moyenne générale, vous avez un gain de 25% du temps avec 75% de la réduction sur AWS. Et globalement, ce que ça fait, c'est de manière globale, vous avez presque 20% en gain de performance pour un administrateur serveur dans son travail au quotidien. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment pas négligeables quand on est dans une approche, on va dire, d'augmenter la productivité de ses utilisateurs. Donc, de manière globale, simplifiée, l'augmentation de la productivité en étant sur on-premise versus en étant sur AWS, donc pour des machines virtuelles gérées par un administrateur, on a une augmentation de la productivité de 66% en moyenne générale. D'accord? Je regarde s'il y a d'autres questions. Ok. Ok, pas d'autres questions. L'aspect suivant, c'est ce qu'on appelle la résilience opérationnelle. Alors, globalement, la résilience opérationnelle, c'est comment est-ce qu'on améliore ce qu'on appelle les SLA. Globalement, les SLA, c'est les temps de disponibilité des services et notamment tout ce qui est lié à réduction du nombre de pannes imprévues. Alors, aujourd'hui, de manière générale dans le monde, c'est une étude qui a été faite par Ponemon Institute pour des entreprises à faible impact. Donc, on va parler de manière globale, entreprises worldwide. Niveau coût d'interruption des services pour des services à faible impact aujourd'hui, en moyenne de 55 000 $,
Alors que pour des services à fort impact, donc tout ce qui est notamment lié à tout ce qui est core banking et des applications vraiment sensibles, le coût le coût d'interruption est de l'ordre de 1 million en moyenne. Donc ça vous donne quand même une certaine idée de la de coût financier de l'impact de l'interruption. Alors, par catégorie, globalement, qu'est-ce qui est le coût d'interruption par catégorie? Où est-ce que ce coût est mis? Ben, globalement, ce coût, vous allez avoir un breakdown. On vous partagera les slides pour ceux qui seront intéressés plus tard. On va vraiment partager les slides pour que vous voyez. Mais globalement, vous voyez à chaque fois, par rapport à un pourcentage défini, où est-ce qu'on a une vraie perte. Et vous voyez que globalement, quand il y a une interruption, il y a une perturbation sur les activités. Donc, c'est ce qu'on a à 34%, presque 35%. On a une perte de revenus à 30%. Donc, au total, voici à peu près en moyenne comment est-ce que le breakdown est fait, donc le découpage est fait, ou globalement, qu'est-ce qu'on a un impact opérationnel, qu'on a un impact sur notre environnement, quelles sont les catégories où on passe, on a globalement, quel est le pourcentage répercuté sur les différentes catégories. Donc, globalement, les deux, c'est perturbation des activités. Si vous prenez une banque, où son système informatique est down, il y a une grosse perturbation des activités, et également une perte notable de revenus. Donc ça correspond, les deux correspondent à presque 60%, même pas presque, à plus de 60% du coût d'interruption. Et donc, de manière globale, en faisant une migration sur AWS, donc ça c'est une analyse qui a été faite par le groupe Hackett Group, et globalement, on a une réduction sur 12 mois, on a une réduction de 66% de l'interruption opérationnelle. Alors, vous pourrez me dire, mais pourquoi on pourrait en avoir plus, on peut en avoir? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que globalement, déjà, l'infrastructure AWS est beaucoup plus résiliente que la majorité des data centers on-premise. En plus de ça, on a des patterns d'architecture, ce qu'on appelle du well architected, où globalement, on design nos infrastructures pour pouvoir supporter encore plus d'erreurs. C'est-à-dire que globalement, si on prenait un environnement AWS, on design, mon boulot en tant que solution architecte et les clients, c'est de designer l'architecture pour que même si un data center AWS tombe, l'environnement, l'infrastructure du client continue à fonctionner. Et donc, certains clients décident de prendre le risque en fonction, évidemment, de la criticité de leur application. Certains vont dire, bon, OK, pour une application, pour mon site web façade, bah, c'est pas grave s'il tombe, ça n'a pas vraiment d'impact. Par contre, pour mon application bancaire, core banking, là, il faut pas qu'elle tombe. Donc, en fonction de ça, il y a également un choix entre la haute résilience et le coût qu'il y a à mettre en face. Parce qu'un système qui sera beaucoup plus résilient, évidemment, sera plus cher en termes de coût qu'un système qui sera moins résilient. Donc, c'est là où, en fait, le choix se fait entre, OK, quel est le risque que je prends versus le coût financier que je suis prêt à supporter. Mais en général, de manière générale, surtout quand on passe d'un client qui fait une migration depuis on-premise vers AWS, le fait que l'infrastructure on-premise est souvent oversizée, bien en fait, ce coût supplémentaire est souvent bien supérieur au coût qu'il faudrait pour avoir un environnement complètement hautement disponible, hautement scalable. Le point suivant, c'est l'agilité business. Alors, je regarde s'il y a des questions. OK. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. L'aspect suivant, c'est globalement l'agilité business. Donc, comment pouvoir déployer de nouvelles fonctionnalités ou des applications de manière plus rapide, tout en réduisant l'erreur. On a quelque chose qu'on appelle la culture d'innovation, et j'ai un collègue qui va faire une présentation aujourd'hui sur la culture de l'innovation. C'est quelque chose qui est vraiment très important parce que ça reste souvent un frein dans, on va dire, dans la modernisation des infrastructures on-premise. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une culture il y a aussi un aspect culturel dans l'entreprise en se disant, OK, je vais passer de l'environnement on-premise à l'environnement de cloud. Ce qui est beaucoup, où les entreprises enfin, les employés des entreprises pensent souvent, surtout tout ce qui est administrateur et tout ça, pensent souvent que passer de on-premise à cloud veut dire perdre son boulot. Ce n'est pas vrai. Parce que même si vous allez sur le cloud, il y a ce qu'on appelle le Share Responsibility Model.
C'est-à-dire que AWS est en charge de certaines choses, mais le client est aussi en charge de certaines choses. Donc, ce n'est pas un remplacement, c'est une transformation. Donc, il faut qu'il y ait une certaine culture d'entreprise pour dire, OK, j'avais un métier de sysadmin sur des environnements on-premise, je vais avoir maintenant un métier de sysadmin sur le cloud ou de DevOps sur le cloud. Donc, il y a aussi une possibilité de transformation. L'autre chose, c'est les coûts le coût et la rapidité de l'expérimentation. Aujourd'hui, vous voulez tester une nouvelle fonctionnalité, un nouveau projet. Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'infrastructure qui existe, il faut passer la commande on-premise. Donc, on-premise, il faut passer la commande, il faut que ça aille dans les équipes financières, il faut qu'elles valident, il faut que ça aille, etc., etc. Il faut ensuite qu'on fasse la commande, que ce soit livré dans 1 mois ou 3 mois. Le temps que vous arrivez, potentiellement, l'expérimentation n'a plus de sens. Aujourd'hui, sur le cloud, vous vous connectez, vous lancez une machine, vous la testez, vous testez votre nouvelle fonctionnalité pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, vous finissez, vous coupez la machine. En 4 heures, vous aurez testé et validé votre expérimentation. Et le coût aujourd'hui, vous regardez le coût d'une machine sur AWS, en fonction de la taille évidemment, c'est quelques centimes à quelques dollars par heure. Donc pour 5 dollars, 10 dollars, vous aurez testé quelque chose qui aura un vrai impact business. Et ensuite, profiter des opportunités externes, c'est globalement pouvoir intégrer aussi des innovations, notamment liées à l'open source, liées à au machine learning, liées à tout ce qui est produit sur la marketplace. Donc, pour tout ce qui est innovation, globalement, il y a plusieurs étapes quand vous êtes dans la vie, dans le cycle de vie d'un projet traditionnel. Pour ceux qui ont un background technique, c'est l'analyse des besoins, le design, le développement, l'intégration, les tests et la maintenance. Mais en fait, avec le cloud, il y a beaucoup de choses qui sont simplifiées. On simplifie la conception. Il y a beaucoup de patterns qui existent aujourd'hui qui vont pouvoir être permis d'être réutilisés. Vous augmentez la vitesse de déploiement et de développement grâce à différents outils. Et maintenant, avec tout ce qui est capacité de generative AI et de machine learning, vous avez des assistants qui vous aident à faire du coding, à coder vos applications, à les tester. Vous éliminez le temps d'attente parce que sur le cloud, vous pouvez déployer de manière infinie, évidemment avec une maîtrise des coûts. Et vous réduisez les coûts de maintenance parce que quand vous prenez toute votre stack d'infrastructure, tout ce qui est serveur, tout ce qui est truc, il y a une grosse partie qui est gérée par AWS. Évidemment, en tant que client, il y a des choses que vous gérez, mais voilà, ça vous permet vraiment d'accélérer le déploiement de votre infrastructure. Ça, ce sont quelques KPI qui sont intéressantes pour pouvoir mesurer l'agilité de votre business de manière générale. C'est une liste non exhaustive, mais ça peut vous donner des idées en tant que responsable d'application, en tant que client, pour dire, OK, en suivant ces métriques-là, comment est-ce pouvoir utiliser ces métriques-là pour pouvoir évaluer l'agilité de mon business. Alors, combien de temps pour tester une nouvelle fonctionnalité, combien de nouvelles fonctionnalités je lance par an, combien de clients j'arrive à fidéliser. Je vois que mes clients, ils sont arrivés une fois, ils sont revenus. Donc ça, ce sont des métriques que vous pouvez vraiment utiliser. Ensuite, hop. Donc l'agilité de business, on voit que globalement, en termes de délai de mise en production, donc de mise sur le marché de nouvelles fonctionnalités, mais grâce à l'usage du cloud sur AWS, en fait, il y a une analyse comparative qui montre qu'il y a une réduction de 43% du temps. C'est-à-dire qu'on réduit presque par 2 le temps qu'il faut pour pouvoir mettre. Alors, quand je dis 40%, c'est de manière globale sur tout type, des toutes petites entreprises, startups qui sont très agiles, aux grands monstres de banques, assurances qui mettent du temps, qui sont moins agiles par principe. Pourquoi? Parce que par régulation, par compliance et tout ça, mais de manière générale, jusqu'à 43% de réduction. Le dernier point qui est un point très important, c'est globalement la minimisation de l'impact sur l'impact environnemental. Aujourd'hui, on est plus sans savoir que le réchauffement climatique, l'émission de carbone a un impact sur notre environnement. Il fait de plus en plus chaud dans certaines régions, il pleut de plus en plus, donc il y a quand même un impact. Et on se rend compte que globalement, l'usage du cloud, surtout sur AWS, permet d'avoir une réduction de 88% en termes d'émissions de carbone. Donc c'est quelque chose qui, quelque chose qui est de plus en plus important pour les entreprises qui ont maintenant des practices et comment on appelle ça,
des guidelines internes pour tout ce qui est réduction de l'empreinte carbone ou impact sur l'environnement. Donc ça également, ça aide à réduire son impact. De manière générale, pour pouvoir communiquer la valeur du cloud, parce que souvent ce qu'il y a, c'est que en fonction de l'approche, il y a des approches top-down, bottom-up, en fonction du démarrage d'une migration, d'un projet sur le cloud, on va dire d'une transformation. Voilà, c'est le terme que je donne, cette transformation du cloud. En fait, les Anglais disent we cannot boil the ocean. Globalement, on peut pas prendre tout l'environnement d'un coup et dire qu'on va faire une migration, on va travailler dessus. Nous, ce qu'on recommande en général, c'est de commencer par un business case. Ça va être potentiellement une application, ça va être un truc. Et donc, on a plein de moyens en interne pour aider nos clients en disant, OK, ben, on va analyser globalement l'infrastructure générale, mais on va travailler sur un projet. On va montrer, OK, on a ce projet-là, on a cette application qui marche en premise. Voici ce que ça apporte comme valeur. En la migrant sur le cloud, voici la nouvelle valeur que ça apporte, que ce soit une valeur business, que ce soit en termes d'agilité, en termes de coûts, en termes de réduction de downtime et tout ça. Donc, ça permet de ça. Donc, c'est là où on dit qu'il faut commencer par un business case et commencer petit. Ensuite, il faut impliquer tout le monde. Il ne faut pas que quelqu'un se sente complètement à part. Ça implique la finance parce que le mode de paiement n'est plus le même. On passe d'un modèle CAPEX à un modèle OPEX. Les achats, l'IT, il faut que tout le monde soit intégré et que tout le monde se sente intégré dans cette transformation de l'entreprise. Ensuite, globalement, la fin, c'est de pouvoir présenter une valeur globale. Donc, ce qu'on appelle un total cost of ownership, c'est de dire, OK, voici ma valeur business. Si je passe sur le cloud, voici ce que je gagne en termes de coûts, voici ce que je gagne en termes d'agilité, etc., etc. Donc, vraiment, l'aspect business cloud, ce n'est pas juste le coût. Beaucoup de clients commencent par le coût, mais c'est beaucoup plus que le coût. Okay. Donc, c'est tout pour moi. Je crois que je suis à 30 minutes exactes de présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Ok. Est-ce que la conférence est enregistrée? Ok, super, sur YouTube. Et... Ok. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup, Chef Lambert. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais poser justement quelques questions sur la présentation. Vous avez parlé de l'augmentation de la productivité. Mm-hmm. Les entreprises, en fait, comment ils peuvent transformer ce temps-là qui gagnent de productivité en la migration. Alors, tu coupes un peu, Youssouf. Je sais pas si c'est juste moi, mais il y a ton mic qui coupe un peu. Donc, si j'ai bien compris la question, c'est comment réutiliser cette productivité, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ce temps-là qu'ils vont gagner, comment le... Ben, ils vont partir en vacances plus souvent. Non. Non, plus sérieusement, le temps de productivité vous permet de faire autre chose. Alors, je vais prendre l'exemple simple. Moi, j'ai un background de développeur. Ben, en fait, quand tu passes ton temps à débugger, à coder, tu fournis moins de nouvelles fonctionnalités. En fait, l'usage de ce temps-là que vous gagnez, ça va vous permettre de focus sur du qualitatif, sur de nouvelles fonctionnalités business. Aujourd'hui, au lieu de passer son temps à débugger une base de données, à mettre à jour une base de données, bah, je vais peut-être me focus à dire, OK, maintenant que j'ai plus de temps, quelles sont les nouvelles fonctionnalités que je peux faire pour avoir plus de business? Parce qu'à la fin à la fin des fins, bon, c'est pas du philanthropique, c'est de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent et avoir de nouveaux clients, il faut pouvoir mettre de nouvelles fonctionnalités. Il faut pouvoir fidéliser ses clients. Donc, c'est d'avoir pouvoir déplacer son temps de l'aspect technique, donc ce qu'on appelle l'aspect qui n'apporte pas vraiment de valeur. Je suis désolé, mais moi, j'ai un background pur technique. Débugger une base de données, ça ne rapporte pas de l'argent. Voilà. Développer une nouvelle fonctionnalité business, c'est ce qui va rapporter de l'argent pour l'entreprise. Donc, c'est pouvoir se focaliser là-dessus. Bah, merci pour cette réponse. Des questions, s'il y en a, n'hésitez pas. Tout temps, bah, moi, je vais poser une deuxième question. Souvent, en Afrique, surtout au Sénégal, moi je suis allé là-bas il n'y a pas longtemps, et il y a des gens qui m'ont dit, bah, nous, on voulait migrer vers le cloud, on a démarré, et on a vu les coûts exploser, et du coup, on a arrêté, vu que bah, on n'avait pas beaucoup de connaissances, on ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, aujourd'hui, ces entreprises-là qui veulent bah, migrer, mais qui ont également les coûts devant eux? C'est ça. Alors,
La première chose, c'est contacter AWS. Notre boulot, c'est là, c'est de vous accompagner. Moi, mon boulot aujourd'hui, je suis une ressource gratuite, globalement. C'est-à-dire que quand j'ai un client qui veut migrer son os, c'est mon boulot de l'accompagner, de l'aider. Ce que tu dis par rapport à voir l'écho exploser, c'est vrai, mais c'est souvent comme tu dis, les gens ne savent pas. Et en anglais, comme ils disent, you don't know what you don't know. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, tu vas prendre une instance en te disant, bon, moi, je prends une instance. Oh, je prends une grosse instance sans avoir nécessairement regardé le prix. Mais est-ce que j'ai besoin de cette instance-là? Est-ce que j'ai besoin de toute cette capacité-là? Est-ce que ce serveur a besoin de tourner? Donc, nous, notre boulot vraiment chez AWS, le motto chez AWS, c'est vraiment Customer Obsession. Pourquoi Customer Obsession? Parce qu'on se dit que si on vous donne le meilleur de la plateforme, c'est comme ça qu'on fidélise un client. Ce n'est pas en essayant de vous vendre, de vous faire consommer. Donc, si vous avez des besoins, vous avez des projets de migration, vous avez les équipes AWS qui sont là pour vous accompagner, mais vous avez aussi des partenaires AWS. On a des partenaires AWS. J'étais au Sénégal récemment. On a des partenaires AWS, dont Orange Business Service. Et donc, j'étais à leur conférence en décembre dernier. Orange est aujourd'hui partenaire. Et récemment, on a annoncé, il y a 2 semaines, le déploiement d'une infrastructure AWS dans les data centers d'Orange. Donc au Sénégal. Donc maintenant, vous pourrez, une fois que ce sera complètement live, déployer de l'infrastructure AWS dans des data centers d'Orange au Sénégal. Et donc finalement, ce que ça veut dire, c'est que pour la région UEMOA francophone, vous avez un data center AWS dans la région. Et donc nous, notre boulot, c'est de vous accompagner, que ce soit AWS, que ce soit des partenaires. On a plein de partenaires qui sont là pour vous accompagner à ce niveau-là. Merci. Oui, on a d'autres questions. Je vais commencer par la question de Mahamadou. La sécurité des données et la conformité réglementaire sont des préoccupations majeures liées aux restrictions géographiques. Quels Tout à... conseils avez Le data center Orange. Globalement, c'est ça. Alors, en toute honnêteté, moi, j'ai énormément, je couvre l'Afrique francophone, notamment chez AWS, et j'ai beaucoup de clients en Afrique francophone qui sont sur AWS. Jusqu'à présent, on n'avait pas de région en Afrique de l'Ouest. Donc, soit les clients utilisaient l'Afrique du Sud, soit ils utilisaient l'Europe. Alors, pourquoi l'Europe? Moi, j'ai beaucoup de clients, même des banques, qui utilisent l'Europe. Pourquoi? Parce que c'est GDPR compliant et globalement, la régulation dans certains pays leur permet d'utiliser. Après, il y a certaines données qui, évidemment, ne sont des données qu'on ne peut pas bouger. Alors, souvent, c'est souvent des données liées au core banking. Mais je prends la banque parce que c'est souvent le cas dans la finance. Certes, vous n'allez peut-être pas bouger vos données de core banking, mais toutes les applications annexes, vous pouvez les bouger sur le cloud. Donc, vous réduisez, vous avez une approche hybride. Ensuite, il y a certains pays, pas en Afrique de l'Ouest, mais qui vont vous dire, vous pouvez déployer sur le cloud. Moi, je n'ai pas de problème tant que vous avez une copie des données en local, si jamais il y a un besoin. Certaines centrales banques dans certains pays, notamment en Afrique de l'Est et à l'île Maurice, vont vous dire, OK, vous allez sur le cloud, moi, je n'ai pas de problème. Je veux juste que vous me donniez un plan de retour si besoin, que vous montrez que les données. Donc, ça va être vraiment au cas par cas. Mais je peux vous dire, je travaille avec énormément de banques en Afrique de l'Ouest, que ce soit alors j'en ai au Burkina Faso, j'en ai au Sénégal, qui sont sur AWS. Et donc, on travaille ensemble. Et il y a d'autres entreprises qui vont dire, OK, bon, je mets mes données, mais je vais utiliser des technologies pour faire ce qu'on appelle de l'obfuscation. Mes données sont stockées sur AWS, mais on ne peut pas les lire parce que moi, je les encrypte en local avant d'envoyer. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. On regarde au cas par cas et à l'application par application. Il ne faut pas juste dire, OK, je ne peux pas déployer, je suis une banque, je ne peux pas déployer toutes mes applications. Ce n'est pas vrai. Il y a certaines applications que vous pourrez déployer. Donc, par rapport à ça, on peut regarder. Alors, comment me contacter? Il y a différentes manières. Moi, j'ai mis mon LinkedIn en local. On est toute une équipe de solutions d'architectes. J'ai mis mon LinkedIn en local. Donc, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. En tant que client AWS, quand vous allez dans votre console AWS, vous pouvez contacter, vous pouvez demander à contacter les équipes AWS. Donc moi, si vous voulez, vous me contactez, vous me donnez le nom de votre entreprise et en fonction de ça, je trouverai en interne qui est la personne qui est en charge. Ça peut être moi, comme ça peut être un collègue. On pourra voir ça là-dessus. Merci beaucoup, cher, pour cette présentation. Avec plaisir. Une dernière question avant de se quitter du coup. Et selon vous, quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire lorsqu'on élabore une stratégie de migration d'une entreprise pour le cloud? Alors, l'erreur majeure, c'est de se dire que je fais du one-to-one. C'est-à-dire, je prends on-premise et je déploie sur le cloud, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait pour ça. On ne fait pas du one-to-one. On fait une analyse de, OK, qu'est-ce que je consomme réellement sur le on-premise et comment je migre sur le cloud. On a beaucoup de clients, donc c'est l'approche identity. On a beaucoup de clients qui se disent, quand on fait un business case sur AWS, globalement,
on ne fait pas, on peut faire un business case en disant du one-to-one, mais ce n'est pas la manière de faire. En général, ce qu'on fait, ce que je disais dans ma présentation tout à l'heure, on a des méthodes, et c'est ce que font nos partenaires, c'est d'analyser la vraie consommation sur le on-premise et de pouvoir faire une estimation de qu'est-ce que sera vraiment le cloud. Parce que souvent, si vous faites du one-to-one, c'est très très simple. Hein. Vous dites qu'il y a beaucoup de clients qui vont dire oui, mais le cloud, c'est plus cher que le on-premise. Je l'entends tous les jours. Mais dites-vous qu'il y a énormément de choses qui sont gérées sur le cloud que vous ne gérez plus. Donc, il y a un coût, évidemment, que AWS facture pour pouvoir manager cette infrastructure pour vous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas à faire du one-on-one. Donc là, vraiment, pour moi, la première erreur, c'est de se dire, je prends on-prem, je dépose sur le cloud, automatiquement, je simplifie. Et il y a beaucoup de choses que les gens oublient en élaborant la stratégie de migration, c'est tout ce qui est l'humain. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'humain, quand vous avez un data center qui tourne, vous payez la facture d'électricité, vous payez l'eau, vous payez le network, vous payez plein de choses, vous payez du matériel. Et souvent, les gens, ils voient ça un pour un, ils disent ah oui, non, mais c'est trop cher. Mais vous n'avez pas rajouté votre facture d'électricité, vous n'avez pas rajouté votre consommation. Donc, c'est vraiment, il faut faire juste attention et c'est pour ça qu'on est là pour aider. Quand vous faites une stratégie de migration, s'assurer qu'on compare des choses qui sont comparables. Mais contactez-nous, on est là pour ça. Merci beaucoup encore, cher. Et pour les participants, n'hésitez pas à aller vers les liens que j'ai envoyés pour donner vos retours, vos feedbacks. Ça va beaucoup nous arranger et nous permettre de changer des choses que vous aimeriez voir pour la prochaine édition. Donc, merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Youssef. À bientôt.